Le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Tout était assez spécial, c'était différent vraiment comme étape. C'était intense au début, avec un peu de difficulté à se dire mais si ça va être fort comme ça jusqu'à la fin, mais je vais m'arrêter quoi. Je me rappelle quand j'étais tout petit autour du monde, on avait fait une escale en Nouvelle-Calédonie. J'avais 8 ans à ce moment-là et je me rappelle avoir passé des heures à contempler un bateau sur le ponton d'à côté. Je ne le savais pas encore, je l'ai su 20 ans après que c'était un mini transat. J'étais tout pourri, mais il m'a fait quelque chose et quand j'ai enfin découvert cette classe mini à travers des amis, je me suis dit là tout coïncide. Je pense que je peux pas vivre avec ne serait-ce que le regret de n'avoir même pas essayé. Et donc voilà, je me suis dit allez c'est parti. Et à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, ça s'arrête pas pendant 2 ans. Et c'est une aventure incroyable. Donc l'arrivée à La Rochelle, j'avais la chance en fait d'être déjà basé là-bas. J'étais super content d'être arrivé avec un bateau entier, préparé comme je l'entendais, comme j'en avais toujours rêvé. Et en plus, à la maison, donc pas trop de déstabilisation avant ce grand départ. C'est plein d'émotions qui se succèdent. Un coup de l'excitation, l'envie d'y aller, à un autre moment, on se dit est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce que j'ai préparé ma météo comme il faut. Plein de choses en même temps, c'est un peu difficile à décrire, mais globalement c'est quand même assez plaisant. Le vrai départ, j'étais prêt, j'avais fait tout ce que je voulais sur la préparation météo et cartographie. Mais j'ai bien aimé le fait que c'était un départ différé avec la famille et les amis et les partenaires, parce que ça a enlevé énormément de pression. On est parti entre nous et avec des skippers que je les apprécie tous énormément. Et certes une compétition en mer, mais on a tous un objectif commun qui est d'arriver ensemble de l'autre côté. Ça c'était vachement fort et c'est apaisant en fait de partir ensemble comme ça. J'attends le vent. Je suis peut-être prêt un peu trop tôt, mais on m'a dit qu'il y avait du vent au Cap Finistère. 13 nœuds de vent. Après les 3-4 premiers jours de course, on a passé le golfe de Gascogne et ça a déjà été assez dur où on a fait beaucoup de près. J'avais trempé l'intégrale de toutes mes combinaisons et il me restait plus que la combinaison sèche et dans lequel j'ai vécu pendant à peu près 5 jours sans l'enlever. Mentalement, je pense que j'avais jamais rechargé autant mes batteries intérieures avant de partir. J'avais un rythme... j'étais super bien quoi. La première étape, je dormais 4 heures par 24 heures et j'étais alerte, certes fatigué, mais clair dans ma tête, sain d'esprit comme on dit. À l'intérieur du bateau, porte fermée, et c'est barbare.
peu les chocottes parce que c'est sous contrôle mais c'est border quand même. C'est bien parce que je savais que le passage du Cap Finistère c'était vraiment la première marche à franchir où déjà les écarts étaient marqués et allaient être sans doute plus difficiles à rattraper. Et ce qui était bien encore une fois c'est que c'était ça faisait partie un petit peu du plan initial, donc ça me perturbait pas trop dans les choix qu'il fallait prendre après. Il y avait vraiment un sens et une satisfaction de voir que la stratégie avait fonctionné et que le bateau avançait bien, parce que ça a été un peu ma hantise pendant 2 ans, c'est de savoir si j'allais aussi vite que les Lorientais. Donc de voir que le bateau avançait à la bonne vitesse et à peu près comme les autres, ça m'a rempli de joie. Après le Cap Finistère, c'était quand même assez chaud. On m'avait vraiment raconté que le vent accélérait derrière et c'est effectivement le cas. Et c'était hyper intense. Les vagues étaient croisées, c'était vraiment un bordel monstre la mer. Et même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de vent, il y avait 25 nœuds à peu près. C'était super saccadé en termes de rythme. Et pourtant, Yukon Kun avançait bonnement, dans le bon sens, tout en suivant la stratégie initiale. Et je me suis retrouvé par contre à commencer à effectivement douter un petit peu ou remettre en question cette route et cette stratégie en arrivant dans cette zone anticyclonique, en descendant vers le sud et en arrivant vers les Canaries. En fait, je me suis rendu compte que j'ai empanné au moins 2 voire 3 heures trop tard. C'est énorme. Donc je les ai un peu là. Bon, après je vais vite, ça c'est bien. Mais vite pas au bon endroit, c'est pas bien. Mais je le sentais. Je me suis fait avoir, peut-être un peu la fatigue. J'ai barré comme un australopithèque quasiment toute la nuit et à la fin j'ai peut-être trop fatigué pour prendre la bonne décision. Je suis toujours en sèche, ça fait 3 jours que j'ai pas quitté ce vêtement là. Ça commence un petit peu à être lugubre. Non, c'est pas ça le mot, mais c'est pas très loin. Le bateau est totalement humide, c'est un marécage le truc. Ça représente pas très bien le côté maniaque du Yukon Kun, mais en même temps on n'est pas là pour nettoyer des bateaux, hein. On est là pour attaquer. Je me suis pas planté, mais j'ai un peu flippé 1 ou 2 fois. C'est plutôt cool vu d'en haut. Par là-bas, les Canaries. Et par là-bas, le reste de la flotte. Non, je rigole. Je suis trop content. Bon allez, je redescends parce que normalement c'est grand spi là. Allez, ciao. En haut de mon mât, c'est à peu près 10 minutes après avoir entendu à la VHF que j'étais en tête de la course, de la flotte en série. Et là, c'était vraiment un moment d'extase totale. J'ai d'ailleurs essayé de prendre la caméra et je me suis rendu compte que j'avais pris une photo à la place de filmer. Bref, c'était incroyable, d'autant plus que c'était à peu près à 3 jours de l'arrivée. Et quand on est à 3 jours de l'arrivée, c'est qu'on est en convergence vers l'objectif et que les jeux sont presque faits, on va dire. Donc les écarts sont à conserver en gardant une bonne vitesse du bateau, mais la stratégie normalement elle est quasiment posée. Donc là c'était juste incroyable, je me suis dit bon allez c'est parti, je me donnais à fond. Je savais qu'Ambrogio était vraiment pas très loin à côté, avec un petit peu de latéral. Donc bien sûr tout était encore à faire, mais c'était vraiment un moment de plaisir intense. On voit la terre! On voit la terre! Les Canaries! Ah génial! Oh là là! Un winch, un instrument, une barre et le skipper va aux Canaries. On arrive aux Canaries, on arrive aux Canaries, aux Canaries, aux
passé la ligne d'arrivée de cette première étape, de nuit comme toutes les arrivées de toutes mes courses, c'était vraiment génial. Là pour le coup c'était de l'extase parce que je m'étais battu comme je l'avais entendu, et d'arriver second, c'était dingue quoi. Il y avait, je sais pas, il y avait 4 ou 5 bateaux à l'arrivée, incluant les protos. J'adore ça. Puis j'étais en forme encore une fois, donc j'ai pu apprécier ce moment pleinement. Et bon, après on est arrivé en paquet, donc en l'espace de quelques heures on a pu tous se retrouver et profiter ensemble de cette grande arrivée. Bien le bonjour. C'est ici la terre? Putain, ça bouge un peu. Mais le meilleur moment c'est quand j'ai entendu à la vacation que j'étais premier pour la première fois. L'extase totale. Ambrogio, j'ai parlé de toi. Il est derrière! Et c'est là où j'ai découvert un peu la pression d'avoir plus personne à chasser. Putain, qu'est-ce que je fais maintenant? Perdu. Maintenant t'as la trouille. Et tout bien, tout très bien. Le bateau a super bien marché. J'ai essayé de tout faire pour ne rien regretter, parce qu'il y a plein de moments où on est latent, on n'arrive pas à se motiver à faire des choses. Je me suis forcé à faire des choses même si ça ne servait à rien. Au moins bouger, rester actif et lucide. Puis j'ai bien suivi les créneaux de sommeil qu'on m'avait préconisés, et ça je pense que ça a bien marché parce que je suis prêt à repartir là. Quand même beaucoup plus désorganisé parce qu'on n'est pas chez soi. Il y a quand même des bricoles à faire sur le bateau parce que c'est des machines de course assez fragiles, donc forcément il y a des petits pets à droite à gauche à remettre en état. C'est la deuxième étape, la grande, ce coup-ci on traverse l'Atlantique, on longe plus les côtes. Et la pression était quand même un peu plus présente que sur le départ de La Rochelle pour moi. Mais ce départ, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était vraiment un lâcher de chien fou dans la nature qu'on n'avait pas sorti de la maison depuis 3 semaines seulement. Mais il y avait du vent, on savait que ça allait forcir et on est tous partis, enfin une grande partie sous Spimax, pleine balle comme des demeurés. Et ça n'a pas loupé, effectivement, au bout d'une demi-heure, on était tous surtoilés. J'étais intégralement mouillé, j'avais acheté une belle combinaison sèche beaucoup plus légère pour les pays chauds. Et il s'est avéré que j'avais pas un coup de taureau suffisamment développé. Et en fait, toute l'eau rentrait par le cou et je me suis retrouvé au bout d'une heure avec 6 litres dans chaque pied. Enfin bref, je suis parti, je pense, en 3 heures, j'ai dû partir une dizaine de fois au tas. Donc j'ai retourné l'intégralité de mes fringues à l'intérieur qui étaient mouillées. Ouais, ça a été... on va dire que c'était du non contrôlé voulu. C'est la première fois que je filme et c'est pour filmer mes problèmes. J'ai ça c'est l'axe pour le pilote automatique qui vient, le vérin vient pousser là-dessus. Allez, accélère. Et là je viens visser ça là. Voilà. C'est pas facile la vie. C'est un moment dans la première soirée où je me suis rendu compte qu'en fait ma réparation d'antenne VHF que j'avais faite pendant l'escale était sans doute pas la meilleure et que j'avais 0 portée en AIS et en VHF. Donc en fait, en l'espace de 3 heures, je me suis retrouvé intégralement seul, tout seul pendant 14 jours. Le vrai problème, c'était en termes de stratégie et de placement par rapport aux concurrents, de savoir où est-ce qu'ils sont en latéral, c'est de savoir si un tel va au nord ou au sud.
c'est super important. Et ça a été mon gros handicap. Le côté solitude, j'ai pas de gros problèmes avec ça. Donc vivre 14 jours tout seul, je me suis parlé, comme je me parle beaucoup à chaque fois. On discute bien. mais là où ça a été difficile, en fait, c'est comme j'adore me raccrocher à la compétition, de ne pas savoir où étaient mes concurrents, ça ne ressemblait plus trop à cette grande compétition que j'avais préparée. Du coup, j'ai fait ma route un petit peu de mon côté et il y a eu des plus, des moins, et ces moins ont souvent été des grosses remises en question, de savoir où est-ce que j'étais par rapport aux autres. Et ça, ça m'a valu un peu des craquages pendant la deuxième étape. Moi, j'en panne et je fais un peu de route à 90 degrés de la Martinique. Et c'est le choix que j'ai fait. Et c'est vraiment très dur et ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir paumé la course, quoi. Je me suis donné un mal de chien ces 2 derniers jours à barrer comme un fou, à gérer tous les grains la nuit. Et voilà ce que je récolte, quoi. C'est quand même sacrément dur cette course. Puis il n'y a rien en fait, c'est même pas agréable à partager. La mer c'est un bordel sans nom, même quand il n'y a pas de vent. Les grains c'est insupportable en fait. C'est dur. J'ai envie de dire que j'ai hâte d'arriver en fait. Putain, un câble quoi. Putain, j'étais pas loin là, ils vont me mettre 50 000. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont, ils doivent être plus au nord, dans 18-22 nœuds là, et moi je suis dans 11 nœuds, mou de chez mou, c'est vraiment pas cool quoi. Et pour moi, c'était un peu comme signer mon arrêt de mort en compétition. Donc j'en ai vraiment bavé quoi. Je me suis dit c'est fini, ça m'a valu quelque chose à la fin, mais en termes de classement, mais ce qui a été dur là surtout, c'était en fait de me rendre compte qu'on était quand même un peu à la merci de l'environnement et qu'on n'avait pas tous les mêmes conditions. Quand ça mouille sans arrêt, je vais vous montrer ça, on s'approche. Voilà, on fait sécher un petit peu tout ce qui a été trempé pendant 4-5 premiers jours. C'est vachement dur parce que c'est très humide dehors, parce qu'on se fait tremper là partout. Et dedans, on transpire. Donc forcément, tremper inside out. Donc je pense que je vais inaugurer la vie en caleçon et changer de caleçon plutôt. Il n'y avait pas un moment de répit, j'étais tendu du début à la fin. Parce qu'il y avait toujours un changement je dirais en situation locale avec des grains, des oscillations en direction de vent qui basculaient de 30 à 40 degrés toutes les heures. Et c'était dingue quoi. Moi j'avais vraiment du mal à me dire que ça allait être comme ça jusqu'au bout. Et j'ai eu du mal à me dire ça jusqu'au bout. De ça, j'en ai vraiment souffert. En fait, j'étais en attente de trouver un moment de répit. Et en fait, j'aurais dû me préparer à en baver jusqu'au bout. Et là, j'aurais réussi et j'aurais vraiment apprécié plus cet environnement. Le truc que j'aime pas en course large, en solitaire, c'est que tu rigoles pas. Ça m'est jamais arrivé de rire tout seul. Mes blagues de temps en temps, mais c'est pas très drôle. Ça manque. Alors, le jour se lève entre les grains. À l'approche de l'arrivée, c'est un double sentiment, l'envie d'arriver et d'en finir de quelque sorte. Et d'un autre côté, j'avais vraiment envie que ça continue peut-être encore pendant 15 jours, histoire de pouvoir me reprendre et d'enfin trouver ce rythme. En fait, voilà, c'était surtout une quête au rythme que j'avais toujours pas saisi et c'est sans doute l'un des regrets de cette deuxième étape, c'est de ne pas avoir trouvé ce fameux rythme que j'avais tant préparé pendant 2 années. Il y a un moment où je comprends que la 3e place est en jeu. Je suis derrière Benjamin
qui lui est bien placé pour se saisir de cette 3e place au général. Mais je sais qu'il y a encore un truc à faire. Et pendant 48 heures, je me donne, comme jamais je me suis donné, pour essayer de rattraper ce retard. Sur 48 heures, j'ai dû barrer quasiment 40 heures non-stop, sans musique toujours, pour essayer de prendre chaque petite vague jusqu'à la dernière, sachant que le vent mollissait, pour essayer de surfer jusqu'à la dernière. Et les 2 jours suivants, dans ce vent mou, c'est là où je me dis que il va peut-être falloir que je comprenne que ça va être une 4e place et que c'est déjà super, et j'en suis vraiment satisfait sans regret aujourd'hui parce que j'aurais tout fait pour faire de mon mieux. Cette pétole a été bien dans le sens où elle m'a permis de réfléchir et de prendre un petit peu de recul sur cette grande course où j'avais le nez dans le guidon et de préparer cette arrivée dans la bonne humeur. On voit la terre! La Martinique! Yes! Ah, après 15 jours! À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Je suis arrivé un peu à l'apex de cette pétole. J'ai mis 3 heures pour faire 2000, donc j'étais à 0,5 nœuds. Et 2000 bien accompagné par ma famille. Et donc c'était vraiment extra, et j'ai adoré parce que c'était encore une fois en pleine nuit. Mais ce coup-ci, c'était mer d'huile avec une pleine lune magnifique. Ça donnait presque envie de chuchoter pour pas déranger cet environnement. Qu'à partir de maintenant, la vie... Jusqu'au dernier mètre où j'ai eu la chance de pouvoir me prendre un casier et devoir faire une très belle marche arrière à 5 mètres de l'arrivée. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de quitter. Ça n'a pas été un pic d'émotion cette arrivée, ça a été une émotion étalée. Et en fait, j'en suis aujourd'hui satisfait. Je m'attendais à la grande arrivée avec les fumigènes, pleine balle sous spi. Et je pense que j'ai préféré mon arrivée dans le sens où j'ai eu le temps d'en profiter pleinement. Je suis aussi super heureux d'avoir vécu cette aventure solitaire, mais pleine d'amitié avec des concurrents. Qui sont aussi des super amis à terre. Je pense que résumer le projet en général, c'était le vivre pleinement et vivre avec 0 regret tout au long du projet et pouvoir vraiment, en quelque sorte, oui, être fier d'avoir accompli cet objectif et d'y être arrivé. Et d'y être arrivé au niveau que je m'étais donné au départ. Et même mieux, parce qu'au départ, jamais j'aurais imaginé pouvoir être compétitif comme ça, et ça a été le cas. Et du coup, j'ai poussé à fond et ça a marché, et je regrette rien et je suis super heureux. J'ai vécu une aventure incroyable avec des moments d'émotion si purs et uniques en fait. Je pense qu'on peut retrouver peut-être ça en montagne, mais c'est vraiment quelque chose d'unique, et je pense qu'on le retrouve nulle part ailleurs.